Je peux te poser la question, puisque c'est toi qui viens de découvrir le film pour la première fois. Qu'est-ce que t'en as pensé? Je t'ai entendu crier pendant tout le film et t'as pas pu t'empêcher de faire des stories qui étaient interdites, donc je la dénonce. Oui, effectivement, j'ai filmé quelques moments qui étaient importants pour moi pour pouvoir les repartager par la suite, parce que je pense que c'est un film qui est d'utilité publique. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, ça montre là, c'est un documentaire, donc en soi, je vais dire très réaliste, c'est sûr. Ça m'a touchée personnellement, forcément, parce que c'est des problématiques qui sont tellement importantes et je pense que personne ne se rend compte de la réalité de ce métier-là. Et ça m'a touchée d'autant plus parce que là, on parle d'une enfant, en fait. Et on voit comment ça a évolué durant 4 ans. Donc, elle doit avoir 18 ans maintenant, puisqu'elle avait 14 ans et que ça a duré 4 ans. Et c'est terrifiant et ça a soulevé, mais on en parlera, ça a soulevé tellement de problématiques, et notamment celle des enfants influenceurs et des parents et tout ce que ça peut englober, quoi. Donc je reviendrai dessus de toute façon, mais le film est bouleversant. Tu peux développer maintenant. Moi, je pense que, moi, ce qui m'a beaucoup touchée dans le film, c'est que c'est vrai que c'est des choses qu'on connaît entre nous, c'est-à-dire en fait entre influenceuses, influenceurs, on sait en fait tout l'envers et toutes les coulisses, tout l'impact que ça a sur nos santé mentale, le fait que tu peux jamais t'arrêter parce qu'en fait ça menace tout de suite ton gagne-pain. Ça menace tout. Ça menace tout. C'est un peu le constat que je fais dans mon enquête avec les différentes influenceuses que j'interviewe qui ont toutes fini en burn-out. Il n'y a pas trop de suspense. Arrête de prévenir mon avenir. Non, mais du coup, je trouve ça intéressant parce que je trouve que c'est rare de voir ce type de coulisses. Et quelque chose, moi, qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'on voit que dans le film, je ne sais pas si vous vous rappelez, on lui rappelle plusieurs fois qu'elle doit être authentique, mais on lui dit aussi qu'elle doit être positive, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut pas être stressée, elle ne peut pas être angoissée, elle ne peut pas être triste, elle ne peut pas être dépassée par les événements, et pourtant, il faut qu'elle soit authentique pour qu'elle vende. Et je trouve que ça traduit très bien du paradoxe premier, en fait, des personnes qui doivent créer des contenus comme elle le fait, parce qu'après, toi, on y reviendra plus tard, mais il y a plein de types de contenus. Et là, on est dans ce qu'on appelle l'influence lifestyle, c'est-à-dire que c'est plus peut-être une Léna situation, c'est-à-dire une personne qui partage un peu juste sa vie et les tendances, etc. Mais il y a quand même cette énergie. On voit bien qu'en fait, c'est les seuls moments quasiment où on la voit sourire, c'est quand elle se filme. Oui, c'est clair. Non, mais c'est clair. Après, dans tous les cas, qu'il y ait différentes influences, différents types d'influences, différents types de sujets, je pense que les problématiques sont les mêmes, que ce soit en termes de toxicité, en fait, de la situation, du métier qui nous dépasse complètement, que ce soit le fait. Moi, en fait, je t'écoutais parler. Et je pense que de un, je trouve le film bouleversant, le documentaire bouleversant, et je l'ai trouvé effrayant. Moi, je te l'ai répété plusieurs fois, ça fait flipper, parce que c'est vraiment ce que je ressens, autant en termes de santé mentale, de toute cette pression qu'elle a sur les épaules en tant qu'enfant, et je remets vraiment dans le contexte, et je trouve ça dingue qu'on arrive dans un monde où littéralement ton enfance est volée. Parce que je pense que si elle a commencé à faire ce genre de contenu à 14 ans, je pense qu'elle a commencé à 14 ans, c'est parce que justement commencé son compte Instagram plus tôt aussi. Oui, voilà, et c'est déjà, moi à 14 ans, j'étais pas sur Instagram, et j'allais dire, et toi t'avais pas internet. Non, mais tu vois, c'est se dire que toute la période du collège, la preuve, elle a pas d'amis, quoi. Et je trouve ça bien que ça finisse justement par l'exemple de cet abonné. Alors ça, par contre, c'est tellement flippant, mais on reviendra dessus. Moi, j'ai vécu la même chose encore hier, quoi. C'est-à-dire que ça prend la notoriété, l'influence et le fait d'être connu rend fou les gens. Littéralement, ça, c'est une problématique qui est tellement au cœur de tout, je pense, dans l'influence, et on se retrouve avec des comportements mais qui sont vraiment alertants, quoi, où elle explique que pendant 3 ans ça a été sa vie. Moi je me dis, elle s'est concentrée sur quoi d'autre? Sur l'école, non. Pas sur ses amis, non. Elle n'avait pas de meilleure amie, tu vois. Là, on fera rencontrer quelqu'un grâce à Internet, et c'est important de finir comme ça. Je pense que c'est un des messages les plus importants à faire passer, c'est que autant le virtuel devient est le réel à l'heure actuelle, tu vois, avec le cyberharcèlement, tout ça, et c'est important de le notifier, mais autant il faut remettre tu vois, il y a des priorités dans la vie, tu vois. Et à 14 ans, j'arrive même pas à concevoir le fait qu'à 14 ans, elle passe plus de temps à satisfaire ses parents, à être dans un cellulaire, tu vois, que
que à l'école, en train de profiter, en train de vivre des moments. Enfin, et c'est un problème qui est en train de s'aggraver. Il y a des psychiatres qui ont alerté sur le fait que les adolescents de cette génération, qui donc ont vécu en fait 3 ans en confinement, sans ça a joué forcément. Considèrent leurs amis Instagram ou TikTok comme des amis. Et en fait, il y a beaucoup plus d'amitié en ligne que d'amitié hors ligne. Donc c'est vrai qu'il y a un truc un peu. Après ça, moi j'ai eu ce débat-là. Justement, on parlait des amitiés en 2020, enfin, pour ceux qui ont la vingtaine, pour cette génération-là. Et je pense pas que ce soit tant... Enfin, tout dépend en fait de la problématique. Évidemment, quand on est dans ce type de situation où elle est isolée de tout et elle n'a pas d'amis dans la vie réelle, ça oui, ça devient problématique. Après, que de vraies amitiés se nouent sur les réseaux, etc. Je suis pas sûre que ce soit, tu vois, si grave que ça. Après, il y a un contexte à chaque fois, il y a un cas, c'est vraiment du cas par cas. Mais par exemple, quand on fait partie je sais pas, qu'on est jeune, qu'on fait partie d'une minorité, qu'on a des questions, je prends l'exemple d'un jeune garçon qui se découvre homosexuel ou quoi que ce soit et qui n'ose pas en parler à l'école, qui ne sait pas vers qui se tourner, qui a des questions, etc. Enfin, il y a des groupes, tu vois, qui existent sur Internet, et maintenant le fait que tout soit connecté, qu'on ait accès à des informations. Je trouve ça important, tu vois, parce que finalement, enfin moi, je parle avec mon expérience. Je sais qu'au début, moi, quand j'ai commencé à me poser des questions sur mon orientation sexuelle, j'avais nulle part. Enfin, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas tout ça. Et c'est vrai que moi, par exemple, Twitter m'avait aidé parce qu'il y avait des hashtags, il y avait des trucs comme ça, et du coup, j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient. Et ça peut s'appliquer à tout type de problématiques et tout type de questionnement. Enfin, je sais pas, par exemple, si tu es victime de violences, etc., tu sais pas à qui en parler. Il y en a qui publient des choses sur Internet, tu peux te tourner vers d'autres personnes, et il y a des belles amitiés, je pense, qui peuvent se créer, des beaux soutiens. Après, encore une fois, c'est du cas par cas et les extrêmes ne sont jamais bons. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a un micro qui peut circuler. Peut-être qu'à partir des questions, on peut parce que je me dis comme, aller sur les différents terrains parce qu'il y a tellement de problématiques dans le film. Bonjour. Alors moi, ça m'a interpellée aussi beaucoup. Bon, on n'est pas de la même génération, hein. Je suis beaucoup plus âgée, mais je compare ça, même si j'étais très petite à l'époque, aux fans qui arrivaient dans les concerts, Johnny Hallyday, Claude François. C'est exactement la même chose. Et des gens qui harcelaient les artistes aussi, qui les suivaient, qui allaient chez eux. Bon, Gainsbourg, par exemple. Est-ce que... Enfin, pour moi, il y a une similitude quand même. Maintenant, on est dans un autre monde, on va dire, mais il y a quand même une grosse similitude, non ? Vous ne trouvez pas ? Oui, bien sûr, il y a une grande similitude. Après, la grande différence, c'est que Claude François, typiquement, c'est l'époque, je pense qu'il y avait peut-être un tout petit peu de paparazzi, mais c'est l'époque avant les réseaux sociaux. Et ce qu'ont changé les réseaux sociaux, la grande différence pour les célébrités, c'est qu'ils contrôlent plus ou moins plus leur narratif, puisqu'en fait, maintenant, c'est les célébrités elles-mêmes qui parlent de leur vie privée. Et là où on peut voir que ça devient un peu plus compliqué, c'est, on le voit, elle est complètement en panique parce que son père a filmé un tout petit peu devant chez eux. C'est parce qu'en fait, nous on le sait, c'est-à-dire en fait, il faut laisser aucune trace de où tu vis, parce qu'en fait, on peut te retrouver, et c'est des choses qui arrivent. Rappelle-toi quand je t'ai envoyé un message en disant on voit le numéro de l'ascenseur de où t'es, poste jamais une photo de toi dans l'ascenseur. En fait, c'est vraiment des choses qui menacent la sécurité de manière peut-être plus directe, puisque comme on a des stories, tout est quasiment en direct, et donc en fait, on peut savoir où tu es de manière assez simple, contrairement à Claude François, il fallait savoir où il habite. Bon, tout le monde le savait et dormait chez lui, mais en termes de santé mentale, oui, je pense que ça. Je pensais surtout aux suiveurs, etc. Aux suiveurs. Ah oui. C'est-à-dire, je les compare aux fans. Parce qu'on voit cette gamine plusieurs, qui sont en larmes, qui sont complètement décomposées à l'idée de ne pas pouvoir les toucher ou les voir. Alors moi, pour le coup, je suis complètement d'accord avec votre propos. C'est même pas une similitude, c'est exactement la même chose. J'aurais eu la même impression si je faisais pas ce métier-là, mais en le faisant, en ayant l'expérience de chaque jour, c'est littéralement la même chose, c'est les mêmes problématiques. Autant le fait d'avoir des millions de personnes qui te suivent, qui t'écoutent. Alors bon, ils écoutent pas de la musique, en tout cas pour ma part, je chante pas, mais qui t'écoutent tous les jours, qui te suivent, etc. C'est exactement la même chose. Vis-à-vis de la vie privée, c'est exactement pareil, voire plus dangereux, parce qu'en fait, ce que disait Elvire, c'est que on est connecté, donc en direct. Après, il y a des tips. Aucun influenceur
en général, ne postent ses stories, ses vidéos en direct. C'est la pire erreur, parce que à partir du moment où tu montres où tu es directement, les personnes peuvent venir. Et je pense que le problème aussi, c'est qu'à partir du moment où on est connu, en fait, on a cette visibilité qui peut apporter n'importe qui. En fait, et autant les fous et folles qu'on peut trouver dans la rue sont sur Internet. Enfin, ces gens-là sont connectés aussi et du coup se permettent tout et n'importe quoi. Donc là est le danger aussi. Et les comportements qui sont dangereux, comme celle de la jeune fille qui est devenue complètement accro. Et j'ai un mot qui me vient, c'est pas accro, c'est obsédé, littéralement obsédé par l'influenceuse. Ça, c'est une réalité. Moi, c'est-à-dire que vraiment, ça fait 2 ans et demi que je suis sur les réseaux sociaux et ma communauté a grandi très très vite. J'ai commencé en mars 2021 et littéralement en septembre 2021 j'étais déjà à 800 000 abonnés, quelque chose comme ça sur TikTok, donc ça allait vraiment très vite. Après c'est rare que ça aille aussi vite parce que moi j'ai soulevé des problématiques qui étaient très importantes et peut-être tabou, du coup personne n'en parlait, en tout cas pas de cette manière-là, et du coup c'est allé très très vite, il y a eu un engouement. Mais le fait est que du coup, depuis 2 ans et demi, moi j'ai par période de 6 mois une personne, et c'est pour ça que j'ai autant filmé, parce que il faut que j'en parle. Enfin, moi, tous les 6 mois, c'est souvent des jeunes filles qui ont une obsession et ça peut aller très très loin. Par exemple, je disais à Elvire pendant le film, encore hier, moi ça fait environ 3 semaines que j'ai une jeune fille qui m'envoie énormément, vraiment j'appuie là-dessus, de messages qui me mentionne dans ses stories, qui raconte sa vie privée en story, et c'est vraiment, c'est du harcèlement finalement, mais vu qu'elle est jeune, en plus vu le combat que j'ai, moi mon combat je suis militante des droits des enfants et du coup c'est des sujets qui me tiennent à cœur, donc je me vois même pas la bloquer, etc., parce que je me dis qu'il y a une certaine forme de mal-être. Enfin bref, le fait est que du coup elle m'harcèle vraiment 24/24. Et en fait, hier, je suis allée du coup au festival, au prix Bayeux, parce que je devais assister à une représentation pour la Commission européenne. Et en fait, j'ai dû faire des stories justement pour la Commission européenne en expliquant que j'irais au prix Bayeux, etc., parce que ça faisait partie de mon travail aussi. Et en fait, elle est venue et je me suis retrouvée face à elle devant le bâtiment, et j'ai fait comme si de rien n'était, mais c'était moi j'ai eu une crise d'angoisse. C'est-à-dire qu'elle a pris le train parce qu'elle savait que j'allais être à tel endroit, et vu tous les messages qu'elle m'envoie chaque jour, et des messages qui sont, que je citerai pas, mais qui sont très très complexes, le fait qu'elle ait pris le train, qu'elle soit venue jusqu'ici, etc., il y a une espèce où elle m'idolâtre, et aussi elle pense avoir une relation avec moi, une relation amoureuse. C'est vraiment des problématiques dingues, qu'on n'imagine pas en fait à travers les réseaux. Autant les jeunes filles qu'on avait justement qui pouvaient être amoureuses de stars, de chanteurs, etc., c'est exactement la même chose avec les influenceurs en fait. Donc c'est dangereux, parce que ça peut ça peut amener à n'importe quel type de comportement. Est-ce qu'il y a une école d'influenceurs ? Alors non. Enfin, je crois qu'il y en a eu une qui était un peu un scam, c'est-à-dire une arnaque, puisqu'on ne peut pas vraiment apprendre à être influenceur. En revanche, j'imagine que maintenant, il y a des écoles, dans les écoles de com. Moi, à mon époque, je me souviens que j'étais community manager au début d'Instagram, mais c'était pas un métier qu'on me formait, puisque c'était tellement nouveau que les réseaux sociaux étaient vraiment dédiés aux personnes et pas aux entreprises. Le capitalisme n'étant jamais loin de tout ce qui se crée, il a vite rattrapé cette idée-là de l'idée de Facebook, c'est quand même de retrouver ses copains d'école, et a commencé à donner l'accès aux marques, et on a compris que ça devenait un bon support, puisque comme il est dit dans le documentaire, les marques préfèrent quand la pub n'a pas l'air d'être une pub. Et au départ, quand on a commencé les activités d'influence sur Instagram, il n'était pas obligatoire comme aujourd'hui de mentionner que c'était de la publicité. Donc en fait, c'était les outils idéaux pour vendre tout et n'importe quoi. Mais du coup, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas d'école d'influenceurs. Mais peut-être que ce que je peux te poser comme question, c'est que tu racontes un petit peu tes débuts dans l'influence, car en fait, souvent les influenceurs, peut-être que c'est en train de changer aujourd'hui, mais souvent, en fait, c'est des personnes qui, comme Anissa ou moi, sont arrivées sur les réseaux sociaux et ont commencé à partager des contenus avant que ça devienne quelque chose de courant, d'avoir beaucoup d'abonnés. Donc, en fait, c'était avant qu'il y ait une manière même de le monétiser. C'est-à-dire qu'en fait, on ne pouvait pas gagner sa vie sur les réseaux sociaux. C'était vraiment comme un blog ou comme avoir un journal intime qu'on partage avec ses amis. Et peut-être que tu peux raconter comment, parce que tu as dit que tu étais sur les réseaux sociaux depuis 2 ans. Ouais. Donc peut-être tu peux nous raconter comment ça a commencé et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as 1 million d'abonnés.
très bien. Alors mince, déjà, j'allais rebondir sur quelque chose, j'ai oublié. On a parlé d'école d'influence, on a parlé, ah oui, des débuts. C'est vrai, en fait, il y a beaucoup de... C'est ça qu'il faut comprendre parfois. Moi, je sais que j'en parle avec ma mère, je lui explique, oui, je lui montre des contenus qui sont intéressants à regarder, etc. Parce qu'elle a TikTok, Instagram, etc. pour voir moi ce que je fais et comprendre aussi mon métier, etc. Et je lui montre en fait des personnalités, enfin des jeunes filles, etc., qui ont 2 millions d'abonnés sur Instagram, comme elle. Et en fait, souvent, ces influenceurs-là, ces influenceuses-là ont commencé pareil, de la même manière que moi, moi, on a pu commencer, mais très jeune, en fait, très très jeune, comme elle a pu faire. C'est-à-dire qu'à 13-14 ans, ils ont fait une chaîne YouTube pour ressembler aux plus grands youtubeurs. Mais comme Justin Bieber, qui à la base était un enfant qui postait des vidéos de lui en train de chanter. Qui a commencé dans la rue, c'est exactement comme ça. Et après, quelqu'un détecte ton talent pour telle ou telle chose, et en fait, ça part. Et souvent, on voit que de grands influenceurs maintenant qui font de grands projets, qui sont devenus acteurs, etc., ont commencé avec des vidéos, mais d'un ridicule pas possible. Enfin, c'est fou. Enfin, tu vois, je pense à Paola, là, par exemple, Paola Locatelli, qui maintenant est modèle, elle fait de l'acting, elle fait plein de choses, et c'est génial. Elle a commencé en faisant des vidéos, elle avait... c'est une petite choupette, elle avait 13 ans sur YouTube, elle disait genre 15 faits sur moi, puis elle racontait sa vie, et des trucs autant ridicules que des trucs intéressants, et en fait ça les a fait percer, comme nous on dit, ça les a rendus connus, pardon. Donc ça part vraiment de rien. Alors moi, pour ma part, je pense pas avoir le même passif, en tout cas dans l'influence que beaucoup. C'est que, donc en gros, moi de base j'étais en fac de droit, donc absolument rien à voir avec ce milieu-là. Donc j'étais en licence en 2021, en licence de droit à Paris, à SAS, donc j'étais sur Paris. Et en fait, donc moi j'avais des ambitions qui étaient autres que l'influence. D'ailleurs, c'était un monde qui ne m'intéressait absolument pas. J'ai jamais aimé tout ce qui était télé-réalité, tout ce qui était influence, influenceur, Dubaï, machin. Enfin, c'était quelque chose quelque chose en tout cas. J'étais contre tout ça, quoi. Et donc en fait j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai téléchargé TikTok parce qu'on m'avait dit de télécharger TikTok pour soutenir un ami à moi qui faisait des vidéos de voyage, enfin rien à voir, et j'étais contre ça parce que je savais que c'était addictif, tous mes amis étaient sur TikTok et je voulais absolument pas télécharger ça. J'avais 300 abonnés sur Insta, 300 abonnements, enfin j'avais un petit compte, quoi. Je me servais pas des réseaux pour faire des choses, et en fait j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok pour mes amis. Enfin, c'est lunaire, hein, vraiment, et j'avais pas compris qu'en fait mais moi j'avais même pas compris en fait que sur TikTok il y avait ce truc, tu sais, de consommation, que ça balançait ta vidéo dans un feed. Qui peuvent voir tes vidéos. Alors moi, grosse boumeuse, j'avais pas du tout compris ça. Je pensais que je publiais comme sur un mur sur Facebook, il y avait que tes amis qui voyaient. Et je vois 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Je me dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai pas 3000 amis, tu vois. Et en fait ça a commencé comme ça, et puis j'ai commencé à faire des vidéos sur des sujets qui m'intéressaient, que ce soit sur le féminisme, que ce soit sur la communauté queer, que ce soit sur tout et n'importe quoi en fait qui m'intéressait. Et puis ça a commencé à prendre, et les sujets que j'abordais c'était toujours des sujets assez tabous ou que personne ne traitait, en tout cas dans le milieu de l'influence. Et du coup ça a commencé à prendre, et c'était beaucoup surtout des sujets que les jeunes sur lesquels les jeunes étaient demandeurs en fait, où ils avaient des questions, où il y avait un blanc énorme. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est construit en fait. Et à côté, je continuais. Moi, je faisais toujours mes études et tout. Donc, je suis rentrée en master de droit pénal international. À côté de ça, je faisais toujours des vidéos sur Internet, sans pour autant comprendre qu'il y avait vraiment une grosse communauté. Enfin, moi, j'étais à 700 000 abonnés et j'étais en mode, j'en ai absolument rien à faire. Enfin, j'avais pas activé non plus la fonction monétaire pour gagner de l'argent. Enfin, moi, j'étais en train de finir mes études pour devenir juge, donc absolument rien à voir avec tout ça. Et puis en fait, un jour, je me suis réveillée, puis je me suis dit, mais attends, en fait, t'as 700 000 abonnés, 800 000 abonnés, ça grandit, mais en fait, autant m'en servir pour faire ce que je fais déjà dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire militer, parler de sujets qui m'intéressent, et vraiment, en fait, s'en servir comme un outil politique finalement pour les gens que ça intéresse. Et du coup, j'ai commencé à vraiment faire de mon contenu des choses qui m'intéressaient vraiment et me servir en fait de ma notoriété pour l'utilité publique en fait. Et c'est comme ça que plein d'autres combats sont nés, comme le mytho-animation, comme tout ça. Mais ouais, de base j'étais en fac de droit, et là je suis toujours en droit. Donc voilà. Mais c'est pas tous les influenceurs qui sont en fac de droit et qui sont sur les réseaux. Donc voilà, faut pas prendre mon... Pour faire comme la jeune fille peut faire. Ah oui, du coup c'est devenu, oui, c'est ça que j'ai oublié, du coup c'est devenu mon métier, effectivement. C'est devenu mon métier parce que du coup en février 2022, moi j'ai arrêté la fac parce que
Ça faisait un an et quelques que je faisais une grosse dépression et moi j'ai besoin de vraiment toucher le fond du fond du fond pour me dire ouais Anissa il faut que tu te relèves, donc j'ai bien tapé le fond et ensuite quand je me suis rendu compte que j'étais vraiment au bout du bout, qui n'avait aucun rapport avec les réseaux etc, mais c'était des problèmes personnels et en plus de ça l'influence qui était c'est très réaliste hein, vraiment c'est autant de pression, donc j'avais ça sur les épaules et plus la fac, enfin c'était très compliqué, donc j'ai arrêté. Et en fait, au moment où j'ai arrêté, j'ai une agence qui m'a contactée. Alors moi, j'étais très, très, très anti-agence parce que ça se passe exactement comme ça se passait avec son community manager au tout début, qui lui met la pression, etc. Et donc, je voulais absolument pas de ça. Et puis moi, j'avais pas du tout conscience, encore une fois, en février 2022, que ça pouvait devenir un métier où je pouvais gagner de l'argent, où je pouvais travailler avec des marques, ça m'intéressait pas. Et puis cette fille-là de cette agence m'a convaincue. Enfin, ça a été un coup de cœur humain, etc. Et puis du coup, on a commencé à travailler ensemble. Et donc là, j'ai commencé à travailler avec des marques. Donc exactement comme elle le fait. Après, pas du tout avec des marques comme elle peut le faire. C'est-à-dire que moi, je fais pas de placement de produits. Je suis vraiment payée pour parler, parce que de base, mes vidéos, c'est ça, c'est du, enfin, j'allais dire du plaidoyer, mais oui, de toute façon, la manière dont elle le fait maintenant, c'est quelque chose qui se fait beaucoup moins aujourd'hui. Oui, ça se fait beaucoup moins. Beaucoup moins. Non, mais ce que maintenant, je veux dire, c'est qu'il y a un storytelling pour te vendre ce gobelet très féministe. C'est d'autres choses qui. Non, mais après, enfin là, c'était très publicité, tu vois, ce qu'elle faisait, ça se fait beaucoup moins. Mais après, là, si on prend son compte Instagram maintenant, c'est quand même de la vente de produits ce qu'elle va faire. Tu sais, que ce soit du maquillage, que ce soit des sous-vêtements, etc. Ça reste quand même de la vente de produits. Enfin, en général, il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui sont payés pour parler, tu vois ce que je veux dire. Alors que du coup, donc moi, je suis vraiment payée, ça va être un partenariat avec la SNCF où j'ai passé une journée entière avec une mécano de la SNCF qui est la seule femme dans son corps de métier. Du coup, pour montrer aux jeunes filles que c'est possible d'accéder à ces métiers-là, etc. Ça va être... Enfin, il y a vraiment plein de partenariats comme ça, mais en tout cas, c'est toujours des marques où il y a un fond engagé et qui respecte mes valeurs, mes principes et qui colle en fait avec ma personne. Dans tous les cas, je pourrais pas faire autrement parce que je suis trop entière. Enfin, je déteste me forcer. Et... Donc voilà. Donc oui, maintenant c'est mon métier par contre à plein temps. Et moi, c'est le contraire. Ça l'a été. C'est-à-dire que moi, du coup, j'ai un compte Instagram qui s'appelle Clit Révolution, qui a 100 000 abonnés, donc pas du tout le même volume qu'Anissa, et en plus pas la même temporalité, donc c'est un compte qui était très actif plus il y a 3-4 ans. Et nous, on a fait le contraire avec Sarah, c'est-à-dire qui est ma co-réalisatrice. C'est que ce compte Instagram, il était né parce qu'on avait un projet de série documentaire qui s'appelle Clit Révolution, que vous pouvez voir sur YouTube, sur la chaîne de France TV /. Et qu'à l'époque, nous, on voulait parler du lien entre de l'intime et le politique, et en gros, sexualité féminine, mais sous un prisme féministe. Et à l'époque, c'était avant MeToo, les chaînes nous disaient qu'il fallait qu'on fasse un choix entre parler de féminisme et de sexualité parce que les deux n'avaient rien à voir. C'était avant MeToo, je le répète, puisque maintenant c'est devenu à la mode et on ne parle que de ça. Mais du coup, à l'époque, nous, on avait créé ce compte Instagram plus parce que, comme les chaînes ne voulaient pas de nous, on s'était dit qu'on pourrait faire notre documentaire directement sur Instagram. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu beaucoup d'abonnés d'un coup. Ce qui a fait que d'un coup, les chaînes ont trouvé que c'était très intéressant ce qu'on disait et qu'on a fini par signer un contrat. Et donc, au tout départ, je me souviens que je m'étais dit que peut-être que les partenariats rémunérés, parce que comme Anissa, on avait des marques qui faisaient sens, par exemple des marques de produits menstruels ou des choses comme ça, qui font sens quand on parle de sexualité, des marques de sextoy, qui font sens quand on parle de masturbation. Et je m'étais dit qu'au final, ça pouvait être une manière d'être autonome et indépendant. Dans le sens où, au lieu d'à chaque fois aller voir des chaînes, des commissions, d'aller demander des bourses, de devoir essayer de se justifier pendant des mois et des mois pour expliquer l'intérêt de ce qu'on essaye de faire, ça nous permettait d'avoir un temps beaucoup plus court et d'une certaine manière de s'autoproduire, un peu comme le système de la télévision, c'est-à-dire de faire nos propres documentaires, nos propres reportages et de les rémunérer, de payer ce temps passé en faisant des encarts publicitaires, puisque alors ils disent que c'est 15 000 € en moyenne. C'est faux, ou alors peut-être pour les personnes qui ont 3 millions d'abonnés. Faut remettre dans le contexte, ça dépend absolument de ton nombre d'abonnés, des statistiques, etc. Ça dépend de plein de choses. Avant d'être payé, on nous demande tout ça, hein, vraiment toutes nos statistiques, combien de vues on fait, combien d'abonnés on a. Il y a on gagne absolument pas tous le même salaire.
Et enfin, ça dépend. Et puis en plus, c'est par contrat. Alors, par contre, je doute pas qu'elle gagne. Mais à l'époque, oui, je doute pas. Mais à l'époque, disons que ça reste quand même extrêmement lucratif. C'est-à-dire, nous, à l'époque, Clit Révolution, on faisait un post sur Instagram vidéo, c'était 2500 €. Et on devait avoir peut-être 50 000 abonnés. Donc en fait, à l'époque, c'était vraiment. Comment vous dire que j'ai jamais gagné ça en étant dans un CDI. Donc c'était vraiment. Après, évidemment, il y a les charges de quand voilà, tu payes ta caméra, etc. Mais en tout cas, à l'époque, il me semblait que c'était un modèle économique qui pouvait être tout à fait vertueux, voire émancipant, puisqu'en fait, ça nous permettait quand même de faire ce qu'on voulait. Or, je vais vous spoiler mon essai, mais en fait, les différents entretiens que j'ai menés pendant mon master genre sur la question du féminisme et des réseaux sociaux, à travers mes entretiens, je me suis rendu compte qu'en fait, on s'était fait complètement avoir par un modèle capitaliste. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionnait très bien au début, quand l'influence était encore... disons, on était en train de tâter un peu le terrain et qu'on était libre de faire tout. Aujourd'hui, la plupart des influenceuses, quand on a des marques qui viennent nous voir, on a une liste en fait des choses qu'il faut dire, des choses qu'on n'a pas le droit de dire. C'était Leslie Grano de SPM Ta Mère qui racontait qu'elle devait faire la pub. Alors c'était fou, c'était une pub pour, il me semble, un savon d'hygiène intime, qui était déjà un truc qu'elle voulait pas faire de base, mais c'était le confinement, elle avait besoin d'argent, mais elle n'avait pas le droit de parler ni des mycoses, ni des règles, ni des infections. En fait, et donc en fait, c'était pourtant un savon pour quand on a une infection. Donc en fait, il y avait vraiment ce truc-là de progressivement avoir un discours qui est extrêmement calibré et contrôlé et qui va donc complètement à l'encontre de la raison d'être du compte. Parce que ce qui n'est pas vraiment expliqué là, et ce que nous on n'a pas expliqué, mais pourquoi est-ce que les personnes finissent par faire des partenariats rémunérés? Certes, c'est parce qu'elles aiment l'argent, mais avant cette question-là, c'est aussi parce que ça prend énormément de temps. C'est-à-dire, en fait, on le voit, elle dort 6 heures par nuit. En fait, ça prend un temps fou parce qu'on est seul à faire le travail d'une équipe entière, à filmer et à monter. Elle a ses parents, la plupart des personnes n'ont pas ça. À répondre aux messages. C'est des centaines de messages. En fait, on parle à des centaines de personnes par jour de répondre aux messages, rediriger vers les associations, négocier les contrats, redemander le règlement de la facture. C'est épuisant. C'est vraiment, c'est épuisant. Enfin, moi, je pense que le seul métier qui me fatigue autant, et vraiment c'est au même niveau, et c'est fou parce que c'est deux métiers qui n'ont rien à voir, c'est être directrice de colo. Enfin, ça fait 5 ans que je suis animatrice de colo et que cette année je suis directrice. Mais c'est exact, enfin, c'est la même, je suis épuisée, et je pensais pas que c'était possible d'être un métier aussi épuisant qu'animatrice de colo, tu vois. Et tout ça, c'est lié à la cadence qui est imposée par les algorithmes. C'est-à-dire, en fait, si on était comme à l'époque les blogs, c'est-à-dire s'il n'y avait pas d'algorithme, il n'y aurait pas ce problème-là, puisqu'en fait, on créerait le volume qui est possible de créer et on accorderait le temps qu'on a envie d'accorder à la création de ces contenus. Or, c'est pas possible, enfin, c'est possible, mais si on fait ça, c'est ce qui se passe avec Clit Révolution aujourd'hui, puisque je le fais plus, c'est que, en fait, d'un coup, par exemple, Clit Révolution, sur les 120 000 personnes qui sont abonnées, il y a peut-être 5 000 personnes. 10 000 personnes qui vont le voir, là où si je produisais du contenu tous les jours, ce serait 70 000 personnes. Donc en fait, c'est pour ça qu'on la voit tout le temps en fait, en train de... Elle peut pas prendre de vacances, en fait. Elle est obligée d'avoir tout le temps du contenu. Et c'est ce qui mène la plupart des personnes qui font ce métier à faire des burn-out. On l'a vu, Léna Situation, McFly et Carlito. Tout le monde finit par craquer, parce que c'est pas tenable. C'est inviable, et puis c'est pas que c'est pas que l'algorithme, hein, c'est aussi ce système de marque, etc. Enfin, moi, il m'angoissait, là, son père, à lui dire aujourd'hui, si, ça. C'est épuisant d'avoir tout le temps quelqu'un qui est tout le temps en train de te rappeler, etc. Il faut bien que tu fasses ci. Enfin, ça se passe comme ça souvent en agence. Et même les marques te contactent à n'importe quelle. Enfin, tu l'as vu pendant le film, tu as dû me reprendre mon téléphone 3 Parce que tu n'as pas éteint ton téléphone. Comme ma mère. Mais c'est exactement ça, parce qu'il est 20h et que du coup, on est encore en train de m'envoyer des messages. Oui, il faut que tu fasses. Mais il est 20h en fait. Sachant qu'à 20h déjà. Je vais continuer à faire du contenu jusqu'à 20h parce qu'en fait finalement il n'y a pas de barrière, je suis tout le temps sur mon téléphone, et j'ai essayé le fait d'avoir un téléphone pro, ça ne fonctionne pas parce que finalement moi mon contenu personnel il est aussi sur mon Instagram, j'ai pas un compte Insta pro, donc c'est vraiment omniprésent tout le temps, et dans tous les cas même si on aimerait arrêter et prendre une pause, à partir du moment où tu es très connu, etc., on te reconnaît partout, donc en fait ça te suit même en vacances, même à l'étranger. Même à New York, vraiment, c'est partout. Après, c'est un choix de vie aussi, hein, même si on ne choisit pas tout ce qui se passe.
parce que c'est pas parce que en fait je pars pas du principe parce que on s'affiche, etc., que du coup on mérite tout ce qui se passe, parce que souvent on a ce genre de propos. Le cyberharcèlement, les followers qui deviennent complètement hystériques comme la jeune fille là. Il y a des gens qui vont dire oui bah t'as choisi de t'afficher, etc. Oui, enfin ça n'a rien à voir. En fait moi quand je décide de m'afficher dans la rue par exemple avec un short et qu'on vient m'enquiquiner à cause de mon short, j'ai juste décidé de mettre un short. Et là j'ai juste décidé de faire des vidéos. C'est pas pour autant que je mérite et que tout le cyberharcèlement est légitime. Mais ouais, je pense quand même que c'est un choix de vie jusqu'à un certain stade. Tu vois. Il y avait une question ici. Oui, désolé, on a monopolisé la parole. Oui, bonsoir. Moi, j'ai 2 questions là, en vous écoutant et après avoir vu le film. Vous le soulignez très bien, c'est beaucoup de travail, on le voit dans le film, etc. Et vous en témoignez. Donc moi, ma question, je connais peu ce monde des influenceurs, c'est pas ma génération. Pourquoi faire ce choix? Parce que apparemment, si tout le monde pète les plombs, si tout le monde fait des burn-out, si c'est énormément de travail, si vous faites le boulot de 100 personnes, si voilà, moi je me dis pourquoi pas faire autre chose. En plus, vous, ce que vous expliquez là par rapport aux droits de l'enfant, moi je trouve que ça se rapproche du militantisme. Donc on peut aussi faire du militantisme sans être influenceur par d'autres moyens. Donc ça a l'air d'être un métier très difficile. Donc, il y a peut-être d'autres voies, ça a l'air d'être infernal. Donc, voilà, moi, je m'interroge, mais bon. Et puis, comme vous êtes sur les droits de l'enfant, moi, il y a quelque chose qui me heurte beaucoup dans ce film, sur la protection de l'enfance, c'est quel est le rôle des parents. On voit bien cette gamine qui dort 6 heures par nuit, qui travaille, qui passe, je sais pas, 6 heures par jour à produire du contenu, qui n'a pas de vie sociale. Son père lui dit dans le commentaire off, oui, le seul sacrifice qu'elle a à faire, c'est sa vie sociale. Si c'est le seul sacrifice, mon Dieu, c'est le principal. Elle n'a plus de vie sociale, cette gamine. Donc, moi, je m'interroge beaucoup sur le rôle des parents là-dedans. J'ai énormément de choses à dire et merci pour ces 2 questions, mais du coup je te laisse commencer si tu veux. J'ai peur de ne pas m'arrêter. Peut-être que tu commences et je compléterai, je sais pas. Alors je vais donner la réponse que Anissa donnera pas, parce que je la connais très bien et que je serai d'accord avec sa réponse. Ma première réponse à la question pourquoi est-ce que on ne s'arrête pas, parce que c'est addictif, c'est ce qu'elle dit, c'est une drogue. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a toute sa vie sociale, toute sa vie professionnelle qui est centrée autour des réseaux et qu'on passe 11 heures par jour sur son écran, mais regardez, Anissa, elle était sur son téléphone pendant toute la séance. Si j'essayais de lui poser, elle n'a pas pu s'en empêcher. C'est-à-dire, en fait, les réseaux sociaux sont créés pour être addictifs. C'est le principe, c'est du temps d'attention. Et forcément, c'est à la fois addictif et à la fois lucratif, donc c'est extrêmement difficile de s'en détacher. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire, parce qu'à force de faire des entretiens, ça m'a dégoûtée. Mais j'y reviens, parce qu'en fait, il y a aussi cette question-là dont on parlait tout à l'heure en off, c'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, moi je suis journaliste et réalisatrice de formation, et aujourd'hui les maisons d'édition nous demandent nos taux d'engagement et notre nombre d'abonnés. C'est dingue, et là tu te rends compte à quel point ça a pris de la place. Et sur des questions, on en parlait avec une personne qui a un podcast sur les questions de sexualité queer, arabo-musulmane, et où en fait l'éditrice était emballée jusqu'au moment où on lui a demandé combien t'as d'abonnés. Il a répondu 20 000 ou 30 000, je sais plus, ce qui est déjà énorme, et elle a dit en dessous de 50 000, je parle pas. Donc en fait, il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire en fait, évidemment qu'il y a un retour à la vie normale. Alors d'une part, quand on atteint un certain niveau de notoriété, ça devient compliqué parce qu'en fait, c'est le harcèlement continu, et d'autre part, il y a vraiment cette question d'addiction. Donc oui, il y a des changements possibles, et moi, c'est comme ça que j'ai lancé mon ciné-club féministe. C'était vraiment le questionnement de se dire comment faire pour garder cette communauté de personnes qui sont engagées, qui ont envie de parler de questions féministes, qui se questionnent, qui cherchent des ressources, tout en gardant ma santé mentale et en étant hors ligne. Et donc je me suis dit, moi j'aime bien le cinéma, donc on n'a qu'à se retrouver dans des cinémas. Mais disons que pour des personnes comme Léo, qu'on voit qui a 14 ans, en fait, c'est toute sa vie. Donc c'est déjà trop tard. Elle a tout basé là-dessus, elle a tout basé sur le nombre de likes, sur l'approbation. Et en fait, une fois qu'on est lancé, c'est très difficile d'y revenir, parce que c'est aussi très difficile de... Alors généralement, en plus, contrairement à Anissa, les personnes ne continuent pas leurs études. Donc toutes les influenceuses jeunes, de toute façon, elles n'ont pas appris de métier. Donc la seule chose qu'elles pourraient faire, c'est community manager. Mais au final, ça reste sur les réseaux sociaux et c'est payé beaucoup moins que de faire des pubs pour McDo. Ouais, c'est horrible, je sais, c'est horrible. Je voulais pas vous déprimer, mais c'est déprimant en vrai.
Alors moi j'aurais donné une réponse un peu différente, même si c'est vrai que j'aurais pas mentionné. Pour ça quand t'as dit je vais dire un truc, pour elle se l'a pas battre, dit. mais parce que je sais, tu vas dire que c'est pour se battre, c'est parce que. Du coup je rebondis sur la question du militantisme. Absolument, je suis totalement d'accord. Là moi j'ai mis en avant le titre d'influenceuse parce que c'était le sujet du film. Après moi quand je me présente etc, je mets surtout en avant le militantisme parce que je suis militante avant d'être influenceuse. Après finalement dans une dimension où pour moi je pense que c'est important de commencer à changer de type d'influence et que je pars du principe qu'à partir du moment où on a une certaine communauté d'1 million d'abonnés ou peu importe même qu'elle soit à 20 000, on a cette responsabilité où on a plus d'influence que certains partis politiques, que beaucoup de personnes. Et du coup, c'est important pour moi, après c'est vraiment un point de vue militant, chacun a son avis, c'est important du coup de s'en servir pour la bonne cause. Après, tout dépend quelle bonne cause aussi, parce qu'on n'est pas tous du même avis. Quelqu'un qui a une forte communauté ne se servirait pas forcément de sa communauté pour faire exactement le même contenu que moi je ferais. Donc oui, je suis d'accord sur le côté du militantisme et qu'on peut le faire autrement. On peut aller dans la rue, on peut aller dans des assos, on peut faire plein de choses, écrire des livres, etc. Alors moi, c'est ce que je fais. Moi, je suis née, j'étais déjà en manifestation. Bon, c'était pas encore mon choix à l'époque, mais en tout cas, ça l'est devenu. Et du coup, moi, je passe autant de temps en manif, en conférence, dans un milieu, enfin dans des milieux associatifs parce que j'y suis très présente et j'ai aussi monté mon asso, que sur les réseaux, parce que pour moi c'est devenu les réseaux sociaux un moyen de militer et c'est mon activité principale. Et c'est énormément de travail. Je publie pratiquement une vidéo par jour sur des sujets importants et politique, sans trop le rendre politique parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit ennuyeux et barbant, sachant que c'est destiné à un jeune public. Quand je dis jeune public, c'est entre 18 et 30 et il y a beaucoup quand même de 13-18, mais qui peut les intéresser et de manière éducative en fait. Et quand je dis que c'est important, je trouve, de se servir de sa notoriété pour faire toutes ces choses-là, c'est que par exemple, je vais prendre l'exemple du MeToo Animation. Le MeToo Animation, du coup, c'est un mouvement qui est né en mars 2022, donc vraiment 3 mois après que je quitte la fac. Donc moi, je suis animatrice depuis 5 ans, depuis 2017, donc je passe mon BAFA en 2017. Oui, donc animatrice en colonie de vacances. Et en fait, durant ces 4 années d'animatrice, j'ai été témoin de beaucoup de violences, notamment sexuelles, sur mineurs, donc de la part d'animateurs et d'animatrices. Et donc pendant 4 ans, moi, ce sujet m'a beaucoup travaillé parce que j'avais envie d'en parler, j'avais envie de dénoncer ce que j'avais essayé de faire en interne, mais c'était très compliqué. J'ai fait face à beaucoup de violences de la part du système, etc. Entre-temps, il y a eu l'arrivée des réseaux sociaux. Et en fait, il y a un jour où je me suis dit, c'est bon, c'est trop, il faut que j'en parle, il faut que je fasse quelque chose. Et de là, en fait, j'ai lancé le hashtag MeTooAnimation. Et je savais très bien que mon influence allait jouer là-dedans parce que je faisais déjà un contenu qui était assez militant. Et je pense que c'est vraiment le MeTooAnimation qui m'a vraiment politisé à fond et où je me suis dit, c'est bon, Anissa. Dans tous les cas, je le disais depuis le début, quand les jeunes commençaient à me suivre, je leur ai dit, vous me dites que je suis influenceuse, et soit c'est vrai d'un côté parce que je vous influence, mais à côté, je suis en fac de droit, à côté, il y a des fins politiques. Moi, j'ai toujours rêvé d'être soit juge, soit d'être ministre. Enfin, je ne suis pas là juste pour faire des pubs, quoi. Et donc tout le monde le sait, ils ne sont pas étonnés maintenant, mes followers, de savoir que je suis en train de faire ci, en train de faire ça au niveau politique, parce que c'était le but depuis le début. Bref, le fait est que du coup, j'ai lancé ce hashtag MeTooAnimation et malheureusement, en 1 mois, j'ai reçu plus de 400 témoignages d'enfants, parce que c'est pratiquement que des mineurs qui me suivent. Et donc, j'ai reçu plus de 400 témoignages de victimes dans les colonies de vacances. Et donc, là, ça a fait le tour de toutes les chaînes d'infos, tous les papiers, autant sur Internet qu'en papier. Et en fait, le but, c'était d'interpeller le gouvernement sur la question du BAFA, qui est le diplôme du coup pour devenir animateur et animatrice, et qui est médiocre, littéralement, on va se le dire. Et du coup, de la question de la formation aux violences sexuelles dans ce milieu-là. Et donc en fait, le gouvernement a fini par me contacter. Et je suis persuadée, je le sais, que si je n'avais pas eu une aussi grande notoriété, j'aurais pas eu les mêmes résultats. Parce que ça fait des années. Alors vis-à-vis des violences sexuelles, il y a personne qui en parlait dans le milieu de l'animation. C'était une niche aussi, c'est pour ça que ça a explosé. Mais il y en a plein. Il y a plein de personnes dans le milieu de l'animation, des acteurs du milieu, qui en fait prenaient la parole sur ces sujets-là, sur le sujet d'écolo, sur le sujet du salaire, enfin plein de choses, et ils n'ont jamais été écoutés. Et moi, je sais très bien que par exemple Sarah El Haïry, avec qui j'ai collaboré pendant 1 an sur ces sujets-là,
elle ne pouvait pas non plus se permettre de ne pas réagir. C'est-à-dire que ça faisait le titre des infos tous les jours. Il y avait mon portrait dans Libération. Enfin, au bout d'un moment, si à un meeting, on venait la voir, elle me disait bonjour, qu'est-ce que vous pensez du MeToo Animation, et elle avait rien à dire, c'était pas possible. Et du coup, ça m'a permis aussi de lancer ce genre de mouvement, en fait, et de lancer mon association maintenant, et du coup, de mobiliser les jeunes sur plein de sujets. Et ça aurait pas été possible sans l'influence. Du coup, c'est une sorte de militantisme, et ça m'amène à la raison pour laquelle je peux pas arrêter, parce que je sais que j'ai changé, et je dis ça avec vraiment beaucoup d'humilité, mais la vie de beaucoup de jeunes, parce que tous les sujets que j'aborde, mais c'est pas le cas de tous les influenceurs, c'est que des sujets très intimes. Et en fait, que ce soit vis-à-vis des violences faites aux enfants, de tout genre, que ce soit vis-à-vis des questions autour de la communauté LGBTQIA+, autour du féminisme, autour du body positif. Hein. Toutes ces choses-là touchent intimement, et donc forcément, ça a un impact, et les retours que j'ai, c'est pour ces raisons-là que moi, j'arrête pas. Parce que moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui puisse m'aider, avoir une influenceuse ou un adulte quand t'as 14 ans et que t'as 1001 questions et que tes parents sont pas forcément là. Enfin, ouais, je pense que c'est pour ça. On n'a plus de temps, malheureusement. Peut-être un dernier mot chacune, et puis après, il y a une séance suivante, mais court. Non, mais c'est... En fait, c'est dans le mot, là. D'accord, dédicace des livres dans le... C'est noté. Ton livre. Non, mais c'est la conclusion. C'est pour ça que je savais qu'Anissa répondrait ça. Donc mais là, tu parles pour vraiment les comptes militants. Ouais. Mais pour revenir sur Léo qui est dans le film, c'est quand même demander à un alcoolique pourquoi il n'arrête pas de boire alors qu'il sait que c'est mauvais pour sa santé. J'ai dit, c'est comme si fumer rapporter de l'argent, littéralement en fait. C'est une drogue, c'est compliqué d'en sortir, mais en plus ça rapporte de l'argent. Enfin, du coup, c'est encore plus addictif et c'est un cercle vicieux, quoi. Surtout quand t'as commencé à 14 ans. C'est bon, j'arrête. On finit sur ces paroles pleines d'espoir. Merci beaucoup. Merci Elvire, merci Anissa.